Chers téléspectateurs Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau grand procès de l'histoire d'Israël, toujours en très bonne compagnie avec notre spécialiste du droit et de la loi, Greg Weitz. Bonsoir Greg. Bonsoir Galit. Comment tu vas ? Très très bien. Alors Greg, ce soir, tu as choisi de nous raconter une affaire terrible qui a bouleversé et même divisé l'opinion israélienne, tout simplement parce qu'elle impliquait un soldat de Tsahal de 19 ans et que les Chayalim, quoi qu'on en dise, c'est un petit peu nos enfants à tous dans ce pays. Alors bien sûr, je veux parler de l'affaire Eleor Azaria. Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Alors, on va d'abord essayer de mettre un petit peu dans le contexte l'histoire. On est en mars 2016, on est à Hebron, en plein Pourim. Deux soldats qui sont dans un poste de contrôle à Hebron sont soudainement attaqués par deux terroristes palestiniens qui viennent les assailler avec un couteau. Ouais. Le soldat qui se trouve là-bas est poignardé, il est blessé légèrement, il arrive à tuer un terroriste et l'autre il le blesse grièvement. Et l'événement s'arrête là, c'est-à-dire que le soldat a tué un terroriste, l'autre est couché par terre, hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, on est bien d'accord. Ouais. Et il appelle donc du renfort, le renfort arrive, et parmi le renfort, une unité de paramédics arrive pour soigner et donner les premiers soins à ce soldat qui était blessé. Et parmi ces soldats, il y a un soldat qui s'appelle Eleor Azaria, qui soigne donc ce soldat qui a fait preuve vraiment de courage et de bravoure. Et en un coup, il termine un petit peu de lui donner les premiers soins. Il voit que l'autre terroriste est par terre, hors d'état de nuire, effectivement. Il dépose son casque, il charge son arme et il lui tire dessus. Alors ça, on le sait parce que une personne, un habitant du quartier, filme tout avec son téléphone et balance tout ça à B'Tselem d'abord et après B'Tselem sur les réseaux sociaux. Exactement, donc directement ça fait un grand bruit, ça passe dans tous les journaux télévisés, ça passe sur tous les sites internet possibles et inimaginables. Directement ou relativement directement après, Azaria est arrêté et une enquête est ouverte. Alors, la vidéo, comme tu as dit, est diffusée un peu partout. Comment est-ce que ça se passe dans ce genre de cas ? Quelle est la procédure quand il s'agit d'un soldat en SADIR, en service obligatoire ? En fait, tous les soldats sont soumis, d'une part au code pénal israélien, de deux à la loi martiale, et de trois à certains codes et règles de Tsahal. Comme dans n'importe quelle organisation de ce type, il y a une ligne de direction, de commande. Une hiérarchie, oui. Une hiérarchie, et donc le commandant de ce soldat a référé à son commandant supérieur, qui a référé à son commandant supérieur, et ils ont commencé donc à ouvrir cette enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était pas très clair. Pourquoi est-ce qu'en un coup, alors que le terroriste est par terre, le soldat décide de charger son arme et de tirer dessus ? Alors, à l'issue de l'incident, comme tu l'as dit, la signalisation de l'incident passe de commandant en commandant, le signalement. Pendant la journée, alors il faut dire que c'est pas tout de suite qu'il est arrêté. Il continue à sécuriser l'Adloyada, le défilé de Pourim de Hebron. Et c'est 4 heures plus tard qu'arrive donc le commandement de sa brigade, de Kfir, je crois, et qui ordonne donc l'ouverture d'abord d'une enquête préliminaire et puis la suspension immédiate d'Eleor Azaria. L'enquête commence, les témoignages sont recueillis. Selon certains témoignages, Azaria aurait affirmé juste après le tir, donc à bout portant sur le terroriste, que celui-ci méritait de mourir. Azaria, lui, prétend avoir tiré parce qu'il craignait qu'il porte sur lui une ceinture explosive. Et il affirme aussi qu'un officier aurait donné l'ordre de tirer si le terroriste avait des mouvements brusques. Alors, dans cette affaire, qu'est-ce qui a finalement dysfonctionné ? Est-ce que c'est les ordres qui n'étaient pas clairs ?
tout le protocole avant de tirer, ou est-ce que c'est un acte isolé de ce soldat Eleor Azaria qui a agi peut-être sous le coup du stress, de la colère, de voir ses amis blessés, etc. À ce moment-là, on ne sait pas encore vraiment, mais on essaie un petit peu de décortiquer les différentes versions. Parce que, comme on dit, il y a une version, quelqu'un qui dit, ben voilà, c'est une sorte de vengeance de la part du soldat. L'autre qui parle de dire, ben, on a eu une crainte que ce terroriste se relève et se fasse exploser. Et donc, on doit un petit peu chercher dans les règles de Tsahal. Et déjà, il s'avère qu'en fait, Tsahal a certains principes que peut-être pas tout le monde est au courant. Le premier, c'est quand un terroriste est blessé, même si c'est un terroriste, il a droit à recevoir un traitement médical. Ça peut paraître des fois absurde, ça peut paraître des fois compliqué. On a eu le cas très récemment avec Noam Raz, où le fils reprochait justement que son père et le terroriste soient arrivés en même temps dans le même hôpital et étaient soignés donc, et eu l'égalité en termes de soins. C'est vrai que ça a bouleversé, ça peut questionner et bouleverser, oui. On habite dans une société complètement, enfin en Israël spécifiquement, complètement folle et irréaliste, et c'est vrai qu'on arrive souvent à des situations un petit peu qui ne sont pas tout à fait de ce monde occidental qu'on connaît, et il faut s'y faire malheureusement, et il faut des règles, parce que sinon c'est effectivement l'anarchie. Et donc parmi ces règles, Tsahal convient que quand un terroriste est blessé, il a droit à recevoir un traitement médical. Cependant, le traitement médical ne lui sera donné une fois que l'unité de l'armée responsable, l'unité des démineurs, s'est assurée que le terroriste en question ne porte pas une ceinture de sécurité. Donc la protection des soldats, la vie des soldats va bien évidemment avant celle du terroriste dans ce cas-là. Mais, encore un mais, Tsahal a défini d'une certaine directive selon laquelle, quand un terroriste vient poignarder un soldat ou un civil, il y a très peu de chances qu'il porte sur lui une ceinture explosive, parce que sinon il se serait fait exploser pour faire le plus de victimes possible. Tout à fait. Donc à partir du moment où il vient poignarder uniquement, on suppose... Donc, en général, s'il choisit ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire le couteau et poignarder quelqu'un, il y a peu de chances qu'il ait une... Mais il y a une chance quand même. Il y a une chance quand même, exactement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il en avait, il y a eu l'unité de démineurs est arrivée. En fin de compte, il n'avait pas de ceinture explosive. Et donc la question se posait, pourquoi est-ce que Eleor Azaria pensait qu'il en avait une, ou pourquoi est-ce qu'il a soudainement tiré? Et donc, c'est ces deux versions qui ont commencé un petit peu à diverger. On a commencé à comprendre au niveau de Tsahal, au niveau des enquêteurs, qu'il y avait des choses pas très cohérentes dans la version du soldat. Donc, il a été mis sous arrêt. Pas dans une prison parce que, justement, c'était un cas un petit peu spécial. Donc, il a pu être arrêté dans une base, mais à ciel ouvert, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas emprisonné dans une des prisons de l'armée. Pas dans une cellule. Pas dans une cellule. Jusqu'au moment où le procès commence. Procès pour lequel ont été rappelés au service des avocats de l'armée qui étaient dans le civil et donc qui viennent faire leur service de réserve à l'armée. Pour défendre Eleor Azaria ? Et pour défendre, et pour être juge, et pour être au procureur. Quoi. Donc on appelle des Milouimnikim de tous les corps de métier pour pouvoir ici faire ce procès. Et donc ce procès commence, et on écoute les deux versions, on commence à comprendre. Alors c'est la version d'Azaria contre la version de qui? Contre la vidéo? Ou il y a d'autres personnes? Alors la vidéo, effectivement, c'est quelque chose de relativement important dans le procès. Il y a d'autres soldats qui viennent témoigner, certains en sa faveur, en faveur d'Azaria, en disant qu'effectivement il y avait peut-être un risque que ce terroriste porte une ceinture de sécurité une ceinture explosive sur lui, et d'autres qui sont les commandants directs de Azaria qui viennent dire mais pas du tout, les règles étaient claires. Il n'y avait aucune raison de tirer à ce moment-là. L'autre soldat qui a entendu dire il méritait de mourir. Et donc, comme dans un procès pénal hors militaire, on écoute tout le monde, on voit ce qui se passe et on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans la tête du soldat, savoir s'il avait une intention criminelle ou pas. Donc, homicide ou homicide involontaire ou meurtre? Non. Ou homicide, oui. Ou alors défense. Self-défense. Self-défense, exactement. D'accord. Ça, c'était la grande question qui se posait, en fait. Alors finalement, on comprend que
il n'y a pas eu vraiment, ils n'ont pas vraiment tranché, puisqu'il est finalement effectivement reconnu coupable d'homicide, mais il a une peine très légère, puisqu'il n'est condamné qu'à 18 mois de prison ferme. Il fait appel, son appel est rejeté, donc il n'y a pas de nouveau procès, il y a eu un seul procès. Il fait une demande auprès du chef d'état-major de réduction de peine. Sa peine est réduite à 14 mois. Et il fait une demande de grâce auprès du président de l'époque, donc Roby Rivlin, c'était il n'y a pas si longtemps, qui est rejetée, mais la commission des réductions de peine de Tsahal accepte de réduire encore une fois sa peine d'un tiers, et finalement, il sera libéré après 9 mois de prison. Alors, ça peut paraître très peu si on le reconnaît coupable de meurtre, et ça peut paraître beaucoup si effectivement on considère qu'un soldat, qu'un enfant de 18 ans qui est appelé de manière obligatoire sous les drapeaux et pour faire son service militaire se retrouve comme ça mis en danger. Donc est-ce que c'est ça vraiment qui a déchiré l'opinion? Parce que d'un côté, on ne peut pas les enrôler de force à l'armée à 18 ans quoi qu'il arrive et leur reprocher finalement après de tuer des terroristes. Même si là, effectivement, le contexte est particulier. Ce qu'il y a de dramatique et d'intéressant et de tellement israélien dans cette histoire, c'est effectivement tout ce contexte et ce contraste entre un public qui voyait en lui un héros, la majorité de la population qui voyait en lui un soldat qui a fauté, mais qui a que 19 ans et qui vient de sortir de l'école, et un autre qui voyait en lui un tueur de sang-froid. Et ça représente tellement la société israélienne où on a toujours deux extrêmes, et on a en fait une majorité de la population qui est, on va dire, qui est dans le mainstream, qui regarde un petit peu ce qui se passe et qui comprend. Et c'était assez incroyable parce que beaucoup de politiciens, de droite comme de gauche, sont arrivés à une situation où ils ont publiquement affirmé qu'il fallait le gracier ou qu'il fallait absolument lui réduire sa peine parce que c'est un enfant. Parce que c'est un enfant qui est soldat, qui est soumis à des lois, qui est soumis à des règles. Et ce qu'il a fait en théorie, enfin pas en théorie, en pratique, n'est pas bon et n'est pas conforme aux règles. Mais ça reste un enfant qui, en fin de compte, se retrouve dans une situation complètement folle en Israël, où des gens veulent tuer d'autres personnes et qu'il faut savoir réagir au quart de tour, et c'est complètement ahurissant. Donc. Alors quand tu dis des politiques, tu parles des politiques de droite, parce qu'effectivement, j'imagine que, entre guillemets, le peuple de droite était pour gracier et pour même qu'il n'ait pas de procès et qu'il ne soit pas mis en cause, puisque c'est dans le cadre de son service militaire obligatoire. Donc, est-ce que tu parles que des gens de droite ou est-ce qu'il y a des gens de gauche aussi? Parce que là, ce serait effectivement, on pourrait comprendre, on pourrait y voir de la récupération politique pour plaire à une opinion majoritaire, on va dire. Ou est-ce qu'il y a aussi des gens de gauche qui étaient... déjà, je vais te surprendre dans ce que je vais dire. Même le Premier ministre de l'époque, Netanyahou, ses premières affirmations, après, ça c'est un autre sujet, mais ses premières affirmations étaient de dire ce qu'il a fait, c'est pas du tout dans l'esprit de Tsahal. Tsahal est une armée morale, l'armée la plus morale du monde, on n'arrête pas de s'en targuer, il faut bien qu'on ait des résultats sur le terrain. Ouais. Et sa première affirmation, avant un petit peu qu'il y ait tout ce tollé public, était de dire... Moi, je me réfère à la position du ministre de la Défense à l'époque, qui était Ya'alon, et je dis, effectivement, ce qu'il a fait est une faute et il ne faut pas le cautionner. Il faut qu'il soit puni. Donc. Il faut qu'il soit puni. Après, bon, il y a eu beaucoup vraiment un tollé médiatique et social. Certains, effectivement, en ont fait de la récupération. Mais ces mêmes gens, aujourd'hui, ne sont plus sur la scène politique. C'est des gens qui justement, cherchent ce genre d'événements pour... Donc ça leur a servi à rien. Ça leur a servi à rien. Okay. Et il y a eu vraiment un consensus de droite comme de gauche, parce qu'il y a eu la politicienne de Avoda qui s'appelle Sheli Yechimovic, qui est quelqu'un qui était une socialiste de chez Socialiste, qui était parmi ceux qui venaient dire haut et fort, il a fauté, il doit pas s'excuser, mais il doit admettre sa faute. Et puis il faut le gracier.
Certains ont même émis l'idée, et on en avait parlé dans une des émissions, de le gracier avant même que le procès commence. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait l'émission de la ligne 300, la ligne de bus 300, où des gens du Shabak qui étaient venus, ils avaient tué des terroristes alors qu'ils étaient en vie. Et donc, effectivement, ce n'était pas moral, c'est pas bon, mais pour mille et une raisons, c'est ce qui a été fait. Et donc, à cette époque-là, ils avaient été graciés avant même le début de leur procès. C'est un petit peu ce qui avait été proposé de faire ici aussi. Ça n'a pas été le cas. Au final, Roubi Rivlin, qui était quelqu'un de droite toute sa vie, c'est lui qui a refusé la grâce présidentielle, et c'est finalement la commission des peines, qui est une commission professionnelle, qui a réduit la peine en fait du soldat. Et donc voilà, mais finalement, il a pris. Donc, moi, je trouve que le compromis était du coup pas mauvais, puisque effectivement, on ne peut pas cautionner de tirer comme ça de sang-froid sur un homme à terre, même si c'est un terroriste, même s'il vient de commettre un meurtre, parce que, comme tu le dis, on a une réputation à tenir de l'armée et de la plus morale du monde. Ça nous sert pas toujours, mais au moins que de temps en temps, ça nous serve un petit peu. Et puis finalement, de le gracier, enfin en tout cas de lui réduire sa peine et qu'il ne fasse que 9 mois et que ce jeune homme libéré, on va dire à peu près à l'âge de 21 ans, puisse reprendre, on va dire, le cours normal plus ou moins de sa vie, et puis ne pas avoir sa vie gâchée, brisée par ces 3 ans finalement obligatoires qu'on lui a imposés. C'est ça, ouais. Il faut bien comprendre aussi que je pense pas que tout le monde le sait, mais l'armée, c'est pas en Israël, c'est pas un jeu en fait. C'est-à-dire qu'au niveau des règles et des lois qui s'y appliquent, il y a tout un système qui est très rigoureux. Et il y a beaucoup de nouveaux immigrants, français, belges, peu importe d'où ils viennent, qui viennent se porter volontaires à l'armée dans un esprit, on va à l'armée. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, mais en fin de compte, ils sont soumis à ces mêmes règles, c'est-à-dire aux mêmes règles martiales, un protocole, exactement. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est vraiment important, ce cas nous a permis à Tzahal, de remettre en question, mais de revoir et de clarifier leurs directives de tir. D'accord. Et d'ailleurs, en 2021, si je ne me trompe pas, ils ont même rendu ces directives encore plus strictes pour protéger les soldats. C'est-à-dire qu'il y avait une période où il y avait beaucoup de lanceurs de pierres sur les voitures, etc. Et ces directives ont été adaptées au fait que même si un lanceur de pierre ne lance pas la pierre au même moment, mais qui peut porter un risque pour plus tard, on peut tirer dessus, etc. C'est-à-dire que l'affaire Elor Azaria, elle a pu créer pendant une période donnée une sorte de traumatisme chez les Chayalim, chez les soldats, qui se sont dit on ne va pas tirer parce que si on nous le reproche après et qu'on nous fait une enquête, on va risquer de se retrouver nous aussi en prison dans la même situation. Du coup, pour, on va dire, libérer ce blocage, ils ont été obligés de revoir. Je ne sais pas s'ils ont été obligés de le faire parce qu'il y avait des considérations psychologiques derrière ou parce que c'était vraiment un vrai besoin de l'armée. Mais ça a été fait. En fait, je pense que l'armée s'adapte. L'armée reste en Israël un consensus et arrive à s'adapter, arrive à généralement à prendre de ses erreurs et à se corriger. Et je pense que ce qui a été fait là-bas, moi, ça m'a beaucoup surpris. Dans quel sens ? Dans le sens où il n'y avait pas de droite-gauche. C'était pas une histoire de droite et de gauche. C'est rare. C'est rare. Ah, c'est rare pour le souligner. C'était vraiment une histoire de l'image de la société israélienne, à quoi elle doit ressembler, comment elle doit ressembler, la responsabilité de l'État sur les jeunes qu'elle envoie. C'est des questions que, des fois, on n'y pense pas. Et donc, c'était vraiment intéressant à suivre à ce niveau-là. Encore une fois, hormis les extrêmes des deux bords qui surfaient sur cette vague-là en se disant on va rapatrier, on va ramener des likes, on va ramener des machins. Et Azaria, en fin de compte, c'est un pauvre garçon, je pense. C'est un enfant. Il avait 19 ans. Là, aujourd'hui, tu te demandes ce qu'il fait. Je me demande. Il a une boulangerie. Ah oui il a une boulangerie, tout à fait. Et il sort un livre. Comme quoi, tu vois. Bon, alors, voilà. Il sort un livre. Pour connaître un petit peu le milieu du livre, en tout cas en France, pas en Israël, j'imagine que c'est
on est venu le Exactement. solliciter et qui s'est pas assis à l'écrire, mais bon, ça, Exactement. on l'a écrit pour lui. Et puis, bah, si ça peut lui rapporter de quoi avancer dans sa Tout à vie, en fait. tout cas, on va lui souhaiter Tout à fait. beaucoup de bonheur et de réussite, parce que finalement, bah, il a quand même aussi sacrifié un moment de sa jeunesse. Merci, merci Greg, merci pour cette histoire passionnante d'Elor Azarias. Il y a longtemps qu'on en avait parlé, on avait envie de le faire. Prépare-nous d'autres procès aussi et d'autres histoires aussi passionnantes pour la prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt. Merci Greg pour ce grand procès de l'histoire d'Israël. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt avec Greg pour un autre grand procès. Au revoir. Au revoir.